Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre hebdo-journal dont voici les titres. Les artistes dans les rues du Cateau-Cambrésis. L'exposition à l'Office du tourisme, moto rétro à la brasserie historique, l'Assemblée générale du tennis club cartésien, l'Assemblée générale du club de tir sportif, un hommage à Serge Chrétien, l'antenne est à vous et nous terminerons par les archives de Beffroi Vision. Commençons tout de suite par nos artistes. Alors, c'est devenu presque un classique au mois de septembre. Les artistes se donnent rendez-vous dans la cité de Matisse. Et pour cette année, rien n'affaiblit. Ils étaient là et les habitués de la visite ont choisi de faire leur portrait où ils ont tout simplement admiré les talents des artistes dans les rues du Cateau-Cambrésis. Un reportage de Claude Delcourt et François Capelli. Bon ben voilà, on a passé une bonne après-midi au Cateau-Cambrésis avec les artistes dans la rue. Donc le Cateau est toujours au rendez-vous des arts. Effectivement, tous les ans, donc ça devient, c'est traditionnel. Donc au mois de septembre, il y aura une journée des artistes dans la rue. Je pense qu'aujourd'hui, on a eu de la chance. J'avais commandé le soleil, il est au rendez-vous. C'est formidable. Je pense que les gens sont heureux, les artistes heureux, parce que vous voyez le caricaturiste derrière depuis ce matin, il n'a pas arrêté, les enfants. Les artistes et des sculpteurs sont un peu plus bas autour de la fontaine devant le musée Matisse. Donc voilà, c'est une belle journée. Et puis je pense que le Cateau mérite bien ça. Le Cateau mérite bien ça. Si vous deviez d'ailleurs choisir un endroit au Cateau que vous aimeriez peindre, photographier, quel serait-il ? Moi, j'ai une préférence pour la selle, avec la perspective. Lorsqu'on est au devant de la rue la rue des Digues, donc justement, vous avez toute la perspective, et puis on devine en fond l'espace Turu avec cet espace vert, avec l'ancienne piscine. Pour moi, c'est un endroit de la ville qui me plaît beaucoup. D'ailleurs, de temps en temps, j'aime bien m'y promener et je trouve que voilà, c'est un des lieux, mais il y en a d'autres. Bon, le parc Félon, l'hôtel de ville qui est superbe. Regardez là, par ici, quand on le voit, c'est majestueux, c'est superbe. Il y a énormément d'endroits au Cateau qui méritent aussi. Bon, après aussi, on a des petits clins d'œil ou des petites touches pour certains endroits. Voilà, moi, si j'avais quelque chose à dessiner ou à peindre, cette perspective me plaît beaucoup. Surtout qu'en plus, si on la prolonge un peu plus par rapport à l'ancien logis-immeuble qui a été aujourd'hui démoli. La perspective est encore plus belle. Bon, il y a des fleurs, c'est très vert. Bon, la rivière qui coule, c'est source de vie. Donc pour moi, c'est beaucoup d'images qui sont dans mon cerveau, quoi. Donc, puis dans mon cœur. Comme dirait Jean-Marie Fougeroux, le Cateau, quelle belle ville. C'est une très très belle ville. Je dirais que parfois, j'entends des critiques. C'est vrai qu'on peut toujours critiquer, mais on a une superbe ville. Elle est belle, elle est riche d'un patrimoine. La population, elle est super sympathique, elle est accueillante. Donc, le commerce survit. Je veux dire, il y a beaucoup de choses positives et donc c'est ce qu'il faut retenir. Effectivement, les temps sont compliqués pour tout le monde. On sort de 2 années compliquées, très très compliquées. Si vous écoutez les médias aujourd'hui, c'est encore des choses très très noires qu'on nous annonce. Donc à chaque fois, toutes les petites belles choses, les petits plaisirs de la vie comme celle d'aujourd'hui par exemple, il faut en profiter, il faut en tirer le maximum de plaisir. Voilà, et je crois que les petits plaisirs de tous les jours font que on peut rendre la vie des gens un peu plus heureux. Alors, je voudrais simplement faire une petite aparté, c'est qu'on a une malchance extraordinaire. J'avais programmé de la musique pour être diffusée dans toute la ville hier. On avait fait des essais avec des musiques un petit peu particulières et malheureusement, notre sonorisation est tombée en panne ce matin. Donc, je suis désolé, on n'a pas de musique en ville, mais c'est avec partie remise, on va essayer de récupérer rapidement le matériel et puis faire en sorte qu'il refonctionne. Voilà. Merci à Beffroi Vision de sa participation et puis de couvrir également cette journée à travers les artistes qui sont là et qui font plaisir aux gens et qui se font plaisir également. Merci beaucoup. Merci. Bon, des artistes dans les rues du Cateau, vous pouvez le voir prochainement en magazine sur notre antenne. Et on part maintenant à l'Office du tourisme où vous pouvez jusqu'au 1er octobre 2022 vous rendre
pour admirer l'exposition intitulée Illis Temporibus. Pour mieux comprendre, l'artiste vous explique. Alors, suivez le guide dans ce reportage de Claude Delcourt. Je suis surtout autodidacte. Alors je suis passé de l'autre côté, du côté de la création, si on peut dire, mais j'ai vu moult expositions. Je suis assez culturel, hein. Les concerts, le théâtre, bon, ça me va assez bien. Et puis sinon, j'ai quand même fréquenté l'école des Beaux-Arts à Denain, ici dans le Valenciennois, et c'était surtout pour la pratique. On voit ici quelques estampes du terme d'hygiène qu'on appelle estampes, c'est-à-dire moi en particulier la sérigraphie et la gravure, parce qu'à l'époque j'avais pas le matériel, donc il fallait quand même fréquenter une école d'art, quoi. Et temporibus, oui, qui veut dire à l'époque ou en son temps, voilà. En tout cas quelque chose de passé. Et par ce biais, j'ai voulu témoigner un terme éternel, hein, le temps qui passe, quoi. Ça a été décliné dans la musique, le théâtre. La danse, le roman, et donc les arts plastiques aussi, voilà. Le sujet n'est pas très singulier de ce point de vue-là. Bon, les murs sont pas assez grands pour vraiment donner tout ce que est le sujet Illis Temporibus, mais j'ai essayé de faire en sorte quand même qu'il y a un petit peu ce qui sont mes médiums, qui sont assez classiques aussi de ce qu'on peut faire en tout cas ce qu'on faisait avant dans les Beaux-Arts, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup les installations, donc dessin, gravure, peinture. Donc il y a donc dessin, estampe, c'est-à-dire gravure, sérigraphie, collage parce que c'est souvent le travail initial. Et j'ai mis quand même parce que les murs ne sont pas extensibles, un bas-relief et ici une toile. Donc dans les techniques mixtes, hein, à partir surtout à base d'acrylique. Alors dans la genèse, c'est souvent ça qui arrive, c'est un collage. Qui part dans un triptyque, hein, avec 2 vantaux, hein, on en voit un ici, et qui est souvent décliné pour faire un multiple, puisque la sérigraphie et la gravure, ce sont des techniques d'imprimerie qui permettent de reproduire, hein, et donc qui est parfois continué dans une sérigraphie surtout, et parfois en gravure. Alors c'est Jacques Prévert qui disait l'artiste est un fastueux chiffonnier. Donc j'ai des boîtes à chaussures d'images, j'en ai encore une ici, j'en regardais un dépliant, là, il y a une image qui m'a un peu séduite, si on peut dire. J'en ferai peut-être jamais rien un jour, mais voilà, je l'ai en sorte de matériau à travailler, pour travailler en tout cas, et le collage, et qui renvoie, parce que dans ces travaux, il y a un travail un peu du miroir, si on prend cet exemple, hein. En fait, elle veut témoigner du Louvre, alors Louvre, hein. Et on peut voir qu'à partir du collage, tout est renvoyé en effet miroir, hein. La frise qui est ici, elle est là. Le buste qui appartient au musée du Louvre-Lens, hein, puisque nous avons plusieurs Louvres maintenant. Voilà, et on peut voir ça aussi. Alors là, comment ne pas faire mieux, on y parle de Cambrai, là. Hein. Alors là, bon. Après, je peux plus vraiment tenir par la main, hein, mais pas de bêtises, passer de bêtises, qui se Cambrai, Martine Fénelon, une adresse un peu imaginaire, une unité monétaire du timbre qui est un 25 Druon, qui n'existe pas, bien sûr, mais bon. Donc là, si ça témoigne pas de Cambrai, je peux plus rien faire. Donc précisément celle-ci, par exemple, ce triptyque là, qui est donc un collage et un crayonné Ostiobi, hein, a été décliné sous forme de sérigraphie, celle-ci. Ouais. Alors c'est toujours pareil, il y a souvent des jeux de mots. Hein. Là c'est pareil. Saint-Jacques secours Postel. Bon, on parle d'un fameux pèlerinage qui est de plus en plus couru, nous dit-on. Hein, voilà, avec la symbolique du timbre, avec la fameuse coquille Saint-Jacques. Là, voilà. Alors celui-là, pareil. Hein, alors on peut regarder. Hein, il y a toujours le côté comme ça de renvoi à partir du collage. Hein, le tigre qui apparaît sous un timbre qui n'existe pas, bien sûr, c'est toujours d'imaginaire. Hein, la frise, là, je travaille beaucoup avec des frises. Là, la silhouette, simplement croquer le croquis dans le collage, qui réapparaît ici. Alors là, en l'occurrence, par contre, là, c'est de la mine graphite et du crayon de couleur. Parce que vous naviguez entre le réel et l'imaginaire. Ah, tout à fait. Bah, c'est ce qui fait qu'une œuvre cogne. Je ne sais plus qui c'est qui parlait comme ça. Faut que l'œuvre cogne, oui. Oui, par exemple, ici, l'avenue de Milo, hein, avec un petit la Vénus de Milo. Mais c'est quand même, malgré tout, un amalgame, hein, puisque Samothrace aussi, la victoire de Samothrace. En fait, c'est un amalgame du buste de la victoire de Samothrace. Célèbre œuvre qui maintenant
devant laquelle on ne peut plus se départir quand on va au Louvre, puisqu'elle est vraiment à l'entrée. Maintenant, ils l'ont changé un peu dans l'escalier, là. Donc le buste, hein, et par contre la tête de la Vénus de Milo. Donc j'en ai fait un amalgame, hein, pour faire quelque chose d'un peu synthétique, là, comme ça. Là. Et donc toujours avec ces jeux de mots, hein, la venue de Milo, l'avenue de Milo, vers Thrace, vers Samos, voilà. Donc là, on est un petit peu dans les choses grecques, latines. Alors, comme je vous disais, hein, pour témoigner un petit peu, malgré les murs qui sont pas extensibles, de ce que est Illis Temporibus, j'ai décliné aussi dans les bas-reliefs, hein, donc voilà, et donc là, comme son nom l'indique, il y a un petit peu d'épaisseur, hein. Bien qu'il y en ait parfois aussi dans les collages, parce que les collages... c'est quelle matière, en fait, est-ce que j'ai dit? Oh, c'est un petit peu beaucoup de choses, vous savez, hein, on triture, hein. Ouais. Mais au niveau teinte, c'est l'acrylique, voilà. J'utilise beaucoup les acryliques, hein. C'est très bien que l'huile existe, hein, suivant ce qu'on veut faire. Mais déjà, moi, j'ai un problème avec l'huile, c'est qu'au bout d'un moment, avec les solvants, là, on est un petit peu fâché. Ah oui, ça. Alors ça sont... Les deux médiums ont leurs avantages et leurs inconvénients, hein. Le grand désavantage de l'acrylique, et c'est parfois un avantage, c'est que ça sèche très vite, hein, au contraire de l'huile, hein. Oui, pour en revenir juste un instant, parce que les collages sont parfois plats, si on peut dire, mais le collage, c'est pas simplement des papiers, hein, on peut y coller de la dentelle, enfin des choses de matière, un peu de matière, quoi. Et donc, il donne un petit peu d'épaisseur, si on peut dire, au sens propre et figuré, presque, dans des collages. Là, c'est pas le cas en l'occurrence, j'en vois pas, non, ils sont assez plats, entre guillemets. Mais il m'est arrivé de faire des collages qui soient un peu plus dans les ajouts, dans les épaisseurs. Encore une fois, c'est un retour au pays. Bon, j'ai exposé un petit peu partout, on va le dire, mais enfin partout, je veux dire, dans des villes, provinces, à Paris aussi, un petit peu à l'étranger, mais voilà, je suis quand même de la région, j'y suis né. Je l'ai quitté un moment par des raisons professionnelles. Je suis pas véritablement revenu, mais poussé par l'entreprise mère où j'étais, et il fallait se redéployer. À l'époque, il y avait qu'un centre ici dans l'Hauts-de-France pour le faire. Ça s'est passé comme ça, voilà. Maintenant, je suis un peu loin de la chose professionnelle, et c'est une bonne chose. Je remplis ma vie, il n'y a pas de problème, la vie vaut le coup d'être vécue. Un rassemblement de motos a eu lieu à la brasserie, alimenté par des concerts, et nous sommes allés à la rencontre du directeur de la brasserie et du président du team Roibit, qui est le club des motos. Et malgré le haut débit des décibels, nos entretiens sont audibles. Reportage Claude Delcourt et André Bianco. Bonjour, mais moi je suis Monsieur Basquin, donc je suis responsable de la brasserie Vivat à Le Cateau. Alors aujourd'hui il y a un mouvement exceptionnel ici, qu'est-ce qui se passe? C'est la deuxième édition du Vivat Moto Rétro. Donc on l'avait fait l'année précédente en se mettant sur la même date que la foire Saint-Mathieu, parce qu'il n'y avait pas eu de foire l'année dernière. Et cette année, bon, foire oblige, on s'est décalé, et donc c'est la deuxième édition. Et donc l'idée c'est de proposer aux passionnés de moto de venir présenter leur véhicule et de partager un moment. Et nous on met restauration, évidemment bar, et puis des concerts, vous pouvez l'entendre, à disposition. Et vous avez combien de motards aujourd'hui? Vous avez reçu combien de motards? Aujourd'hui, c'est difficile à évaluer, on va faire le compte dans la journée. Alors on a des motos là qui se posent en fait en fixe, et des gens qui viennent et qui repartent. Donc on a des agents de sécurité là à l'entrée, parce qu'on oblige, et eux ils essaient de tenir un compte de ce qu'ils voient, quoi. Alors tous ces décibels qui se passent là, comment c'est aussi vous qui les avez invités, ceux-là? Oui, bien sûr, c'est des groupes comme la brasserie. De toute façon, depuis le post-Covid, on a pris le parti de faire des événements et de montrer qu'on était en vie et d'offrir un spectacle aux Catésiens. Donc là, je pense que c'est le 5 ou 6e concert depuis la réouverture de l'année passée qu'on fait.
Et donc là ici c'est un tribute de Iggy Pop, donc c'est Iggy Rider, et ensuite il y aura Lazy qui est un tribute de Noir Désir. Ce sont des groupes qui viennent d'où? Eh ben alors c'est des groupes qui viennent là pour le coup du Douaisis. Et Lazy c'est un groupe qui tourne, qui avait déjà fait des grosses foires. Ils étaient notamment hier soir au festival Archeos et c'est des groupes qui ont une réputation régionale quoi. Ouais. Alors dans tout ce mouvement-là, qu'est-ce que vous tirez comme profit de tous ces groupes-là? Alors clairement une journée comme ça d'événement, nous elle nous rapporte assez peu parce qu'on est en entrée gratuite. Donc en fait, nous, comme je vous disais en préambule, l'idée c'est vraiment d'offrir quelque chose aux gens et que les Cathésiens et les gens aux environs se rendent compte de ce qu'on a ici et de ce qu'on propose ici. Donc le profit direct qu'on en trouve, c'est de la communication et de la promotion du lieu, pour que les gens découvrent le lieu et ils viennent et ils reviennent. Les motards notamment, l'année dernière, sur les motards qui sont venus, peut-être que nous on a récupéré, je pense que c'était 3 groupes qui nous ont rappelés en cours d'année pour revenir faire des visites et qui reviennent à 30 motos par exemple. Mais en termes de repas, ils sont quand même sur le site, ils mangent sur le site. Bien sûr, donc nous, voilà, c'est le repas. Alors, nous, on propose, donc on vend les repas et la boisson. Donc effectivement, il y a une activité économique à ce moment-là, mais elle va de toute façon pas couvrir notre prestation musicale et organisationnelle, quoi. Donc, mais donc là, par exemple, ici, j'en ai un là. Ici ce midi et ce soir, donc c'était poch, jarret, carbonade, hamburger. Poulet et bavette, sachant qu'à chaque fois, de toute façon, sur des événements, on fait une carte un peu réduite et différente de la carte habituelle. Et donc, rebelote dans 15 jours, 3 semaines à peu près maintenant, à la foire Saint-Mathieu. Donc la foire Saint-Mathieu, où là, on a un vrai partenariat avec la mairie et l'association de la foire d'antan. Et donc, on accueille la foire d'antan dans notre cours cette année. Et donc pareil, avec une carte un peu plus réduite que d'habitude, moule frite, une carte événementielle. D'accord. Mais en dehors des repas ici, est-ce que, pour les consommations de l'autre côté, est-ce que ça se passe bien aussi? Ah bah oui, évidemment. Nous, en plus pareil, comme on a commencé à faire des événements, on a décidé aussi de sortir une bière plus légère qu'on sort aujourd'hui. Donc pour l'instant, qui est disponible qu'à la pression. Donc c'est une Vivat qui s'appelle Lux, et en latin c'est pour rappeler la lumière en fait, et c'est une bière qui va être plus claire. C'est une bière de type Lager qui est à 4,5 d'alcool, sachant que la Vivat blonde, elle est à 6,5 à peu près. Et donc l'idée c'est quand même que les gens puissent sur un événement puissent boire un verre ou deux sans en abuser toujours évidemment et ne pas entraîner d'ébriété. Et donc nous oui on doit faire tourner notre bar et automatiquement s'il y a du monde ça permet aux gens de découvrir nos produits et ensuite de repasser au magasin et voilà donc c'est notre activité quoi. Toujours en plus avec des éthylotests à disposition donc voilà. Mais l'idée c'était ça parce qu'on s'était rendu compte sur les événements précédents que les bières fortes c'était bien mais ça peut aussi engendrer des comportements à risque et donc on voulait une bière qui soit plus adaptée à ce type de manifestation et c'est pour ça qu'on a fait une bière avec 2 points d'alcool en dessous qui est une bière Lager donc de type un peu tradition allemande si vous voulez. Et comme ça permet aux gens de pouvoir se détendre, de boire 1 à 2 bières en fonction du métabolisme de chacun et de pas abuser non plus. Alors, quels sont les prochains événements de la brasserie? Alors là, dans l'immédiat, c'est vraiment la foire Saint-Mathieu parce que ça va être une grosse organisation et c'est une nouveauté pour tout le monde, aussi bien pour les participants de la foire d'antan que pour nous, et puis un redémarrage post-Covid pour la foire en général. Donc on est assez concentré là-dessus et sur l'organisation de cette date-là. Et ensuite le 8 octobre, samedi 8 octobre, donc on n'en dit pas plus pour le groupe parce qu'il n'est pas encore confirmé. Samedi 8 octobre, on a un lancement de produit, donc une nouvelle bière sur laquelle je vous en dis pas plus non plus aujourd'hui. Et on proposera une soirée concert comme on a pu faire à l'hiver dernier. Donc là en intérieur, on débarrasse complètement le bas du restaurant. On installe des manches debout, on met un groupe juste là-bas, donc pour les gens qui connaissent, dans le mur qui est côté rue. Et l'idée c'est d'avoir un moment plus sympa avec un concert, du burger, on mange debout, il y a toujours la salle à l'étage et là on en profitera nous pour faire une sortie de produit à ce moment-là. Bon alors, qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter dans tout ça là? Eh ben déjà pas de la pluie, un peu de soleil et du meilleur temps qu'aujourd'hui mais c'est pas grave et surtout une continuation et nous
Il y a beaucoup de projets par l'avenir, donc c'est essentiellement vraiment la réussite et la pérennisation du lieu, parce que voilà, depuis peu, le lieu donc, qui appartenait avant à l'agglomération, aujourd'hui le groupe auquel on appartient possède complètement le lieu, donc il y a des phases de travaux dans les années à venir qui vont être mises en œuvre. Là, l'idée, c'est vraiment de terminer la brasserie dans les années à venir, de la consolider, de l'affirmer et de pérenniser ce qu'on y fait pour la ville et pour les emplois sur place. Alors, je vous demande de donner un message aux Cartésiens. Eh bien, venez, n'hésitez pas à venir, buvez de la Vivat, mais sans en exagérer. Et puis, faites vivre votre ville, c'est le plus important, c'est que la ville vive. Il y a des gens qui se bougent à l'intérieur et on n'est pas les seuls. Il y a d'autres commerçants ou des associations qui font des belles choses et c'est bien de le faire. C'est une ville qui a un gros potentiel. Allez, merci à vous. Voilà, c'est moi, merci. Nous les écorchés, serre-moi encore, étouffe-moi si tu peux, toi qui sais où, après une chute esquisse, on a enfoncé les rêves, nous les écorchés vifs, on en a des sévices. Moi c'est Alexis, président du Team Rabbit. Et on gère un atelier associatif entre Lens et Lille. D'accord. Voilà. Et vous alors? Moi c'est Lionel, je suis le vice-président et pareil, je donne un coup de main à l'atelier le plus possible. D'accord. Alors, votre présence ici à la brasserie, ça explique quoi exactement? On nous a juste demandé de venir présenter quelques motos avec c'est nos amis qui nous ont demandé de venir, donc on est venu juste montrer un petit peu les motos, voir un peu de la moto ancienne quoi. D'accord. Voilà, tout simplement. Et vous en avez combien ici aujourd'hui? Oh là on est venu en petit groupe, on va dire, là il y en a que 6 en tout. Donc il y a les 3 motos de nos collègues là, et puis une à moi, celle de piste, et la 125 MZ du vice-président Lionel qui vient de finir de restaurer. D'accord. Voilà. Alors dites-moi Lionel, ce sont des motos à grande ou à petite puissance que vous avez là? Comme celle de piste, c'est déjà assez puissant. La MZ, c'est plus une moto tourisme grand public, une moto allemande des années 80. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, voilà, c'est pas à nous, mais bon, c'est une moto, une ex-moto de gendarmerie, très pareil, typée route. Et les 3 autres, c'est pareil, des routières à part entière. Et donc celui de la gendarmerie, c'est quelqu'un qui l'a acheté et puis... C'est un gars qu'on connaît qui vient ici, un ancien gendarme, et qui vient exposer sa moto, donc on s'en occupe. D'accord, ok. Donc, il montre à peu près ce qu'il a fait avec sa moto dans ses fonctions, c'est ça? Oui, c'est une moto complètement rénovée. D'accord. Bon, il n'a rien modifié dessus? Non, rien de modifié, tout est resté à l'état d'origine. D'accord. Bien rénové, rechromé, mais à l'origine. D'accord, ok. Et vous faites beaucoup de participation comme ça dans la région? On essaye d'être présent à 2-3 manifestations dans l'année, on essaye de se montrer un petit peu parce que dans la région on n'a pas beaucoup d'ateliers associatifs, ça permet aussi de faire connaître notre activité qui est d'aider les gens à entretenir leur moto, on va dire à plus ou moins un petit budget ou restauration de machines. Pareil, on va dire on reste dans un budget assez raisonnable. Parce qu'en fait, on aide la personne à entretenir sa machine ou à restaurer sa machine. On le fait pas à sa place, mais on accompagne la personne. Et donc, vous restaurez beaucoup de motos comme ça ou pas? Là, on va dire ces 2 dernières années avec le Covid, on a fait, je pense, on doit être à 2-3 machines. On a fait 2-3 machines, on a un petit club, donc on fait avec les moyens du bord, avec l'outillage qu'on a aussi à notre disposition, qui est quand même pas donné l'outillage, c'est de l'outillage assez spécifique. Et comment dire, après on essaye toujours aussi d'avoir une cotisation assez basse pour donner accès au plus grand nombre. On essaye aussi d'attirer les jeunes qui s'intéressent un peu plus à la moto ancienne, qui est quand même un milieu vachement intéressant. Je trouve qu'on peut encore bricoler beaucoup nous-mêmes, tout ça, et prendre beaucoup de plaisir, justement après une fois que la moto est finie de restaurer. Mais les motos, vous ne les modifiez pas?
Ça dépend de l'envie des personnes, hein. Le milieu de la moto, ça reste un milieu très, très différent. Il y en a pour tous les goûts, hein. Vous avez vu, stand juste à côté, il y a une moto de stunt. Nous, on fait en fonction de la personne, de ce qu'elle a envie. Il y a des personnes qui ont envie, comme là, je vais prendre l'exemple, hein, on a restauré un vieux 125 Peugeot des années 50. Et la personne a envie de rouler avec, elle a envie de se faire plaisir. Donc on essaye de réfléchir à une solution assez simple pour dire qu'il puisse rouler avec sans qu'il ait trop d'ennuis. Parce que ça reste une machine des années 50 qui ont quand même des soucis. Voilà, c'est des motos capricieuses. Donc on essaye de les améliorer un petit peu. Après, si la personne aurait voulu rester sur une moto totalement d'origine, on aurait fait en sorte que la moto reste d'origine. Même si on l'aurait prévenu des risques qu'il pouvait avoir. Ça permet, c'est au goût de chacun. Donc là, vous êtes en train de m'expliquer que quelqu'un, il peut décider de modifier les caractéristiques de sa moto. Oui, tout en restant dans la légalité, hein, mais ça dépend, hein, parce que nous on fait aussi pas mal de pistes avec l'association. Donc ça dépend si la personne veut faire de la piste, on va lui donner un coup de main à préparer la moto pour la piste. Si elle veut la garder pour la route, on va faire en sorte de lui donner un coup de main. Enfin, il peut faire ce qu'on appelle un café racer, ce qui, on va dire pour simplifier, c'est un peu une moto de course, mais sans effectuer trop de frais dessus, c'est juste surtout de la partie esthétique. Et si quelqu'un veut vous joindre, comment il fait? Alors c'est très simple, on a une page Facebook, c'est ce qui est le plus actif, c'est Team Rabbit tout simplement. Vous tapez sur Facebook, on a une page Facebook, les gens peuvent venir s'y abonner, tout ça, ils auront des nouvelles de ce que nous faisons tout au long de l'année. Et ils peuvent aussi poser des questions, c'est ouvert à tous, savoir quand est-ce que notre atelier est ouvert, quand est-ce qu'on fait, on va dire, une activité comme aujourd'hui, ou quand est-ce qu'on sort sur piste. Vous ne faites pas ça à temps plein? Je dis pas ça à temps plein, mais j'aime dire que c'est quand même un deuxième travail, parce que ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Et c'est compliqué d'avoir du monde actif aussi, qui vient s'investir dans l'association. Mais on est toujours là et on fait toujours ça avec grand plaisir. D'accord. Alors finalement, qu'est-ce qu'on doit souhaiter à votre association alors? Une longue vie, une longue durée, beaucoup de monde, beaucoup bouger, beaucoup de pistes, enfin plein d'activités, quoi. Voilà, plein d'activités. Bien. Alors, si vous aviez à conclure? Je dirais que chaque fois qu'on fait une manifestation, à chaque fois n'importe quoi, qu'on va sur piste, qu'on fait une balade moto, chaque fois on prend énormément de plaisir, même si ça nous demande beaucoup de temps. Mais on s'amuse dans le milieu de la moto ancienne, surtout, même si on n'est pas fermé aux petites cylindrées, aux anciennes, aux nouvelles. On accepte toutes les motos et voilà, aux jeunes, aux vieux. Moi, j'aimerais bien un peu plus de jeunes parce que bon, on va pas se mentir que le milieu de la moto ancienne, c'est beaucoup de personnes un peu plus âgées, mais on rigole toujours, on boit un coup entre amis, on parle de moto. Des fois, on va à l'atelier, on fait même pas de mécanique, on boit juste un coup entre potes et on discute de moto. Les anciens racontent leurs anecdotes, les jeunes ils écoutent, voilà, et puis on s'amuse toujours beaucoup. Eh bien, nous vous souhaitons longue vie alors. Merci beaucoup. Il y a une semaine, donc, se tenait l'Assemblée générale du tennis club cartésien. Ce qu'on peut retenir de cette assemblée, ce sont les changements qui marquent un tournant pour le club qui, comme les autres, a souffert des départs de certains joueurs dans la période post-Covid, mais aussi pour de nombreuses raisons telles que les études ailleurs et j'en passe. Mais mieux encore,
le club s'est doté d'un entraîneur et c'est Stéphane à qui tout le monde a souhaité donc la bienvenue. Il passe certes son diplôme d'état d'entraîneur et dans un premier temps, il sera secondé par Orlane Delattre. Ensuite, le jeune Lucas fait son entrée au bureau et sera chargé des relations avec la presse. Donc, nous souhaitons bienvenue à Lucas. Le président du club, Christophe Ferraud, répond à nos questions. Reportage Claude Delcourt et André Biangou. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette assemblée générale ? Retourner comme tous les ans, on est toujours positif, donc forcément, après les seuls bémols qu'on pourrait évoquer, c'est qu'on a eu une petite baisse de licenciés. Avant le Covid, on était 128 et puis l'année dernière, on était 78. Donc ça fait à peu près un tiers de perte de licenciés. Mais après, avoir entendu les élus, voilà, apparemment, on n'est pas la seule association à avoir une baisse de licenciés comme ça. Bon, alors qu'est-ce que vous comptez faire pour amener des joueurs ? Pour amener du monde, des licenciés notamment, et puis des joueurs, que ce soit tennis loisir ou tennis compétition. On prévoit diverses activités, de redynamiser un petit peu le club par le biais de tournois, de jeux, d'un repas, refaire un repas annuel, une séance cinéma comme on avait fait la dernière qui avait très bien marché. Voilà, des choses comme ça, un petit peu pour essayer de dynamiser. Et puis notamment aussi essayer d'axer un petit peu plus sur l'école de tennis, d'amener un peu plus de jeunes. Justement, cette école de tennis, comment elle marche ? L'école de tennis, l'année dernière, pareil, on était une bonne trentaine de jeunes, je dirais, alors qu'avant le Covid, on va dire, on était 52 jeunes, donc pareil, une petite baisse par rapport à ça. Et cette année, on a recruté un nouvel entraîneur qui va venir donner les cours tout le samedi, toute la journée. C'est une personne qui est en stage actuellement, au nom de Stéphane Terry, qui a été vainqueur de notre tournoi cette année, justement. Et donc, cette personne va venir entraîner tout le samedi, va prendre l'école de tennis en charge pratiquement avec un soutien par Orlane Delattre aussi, qui est aussi diplômé dans ce domaine. Et puis on espère encore une fois que tout va bien se passer. Et qu'est-ce qu'il en est des jeunes ? Les jeunes, cette année, on avait inscrit 2 équipes jeunes, une équipe féminine et une équipe masculine. Voilà, c'était des 11-12 ans et 11-12 ans, c'est ça, et 12-13 ans, je crois, ouais. Voilà. Alors, ils n'ont pas fini premier, ni dernier, ils étaient dans le milieu. Dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Ils étaient contents d'avoir fait, en tout cas, des rencontres à l'extérieur, quoi. Ça, c'était hyper positif. Quant à vous, les seniors ? Les seniors, dans l'ensemble, encore une fois, aucune équipe n'a fini premier, que ce soit aussi bien en plus de 55, en seniors, équipe 1, équipe 2, et les féminines aussi. Voilà, mais tout le monde s'est très bien débrouillé. Personne n'a fini dernier, encore une fois. Donc tout le monde est maintenu dans sa catégorie pour cette année. Bon, qu'est-ce que vous entendez faire pour la communication du club ? Alors pour la communication du club, justement cette année, on a recruté entre parenthèses, parce qu'il est venu se présenter spontanément, un jeune joueur du club, il s'appelle Lucas Lefebvre, et c'est lui qui va être chargé de la communication. Donc aussi bien par Internet, par les réseaux sociaux, communication aussi avec la presse, notamment vous, Befrovision, les différentes presses, Voix du Nord, Observateur, etc. On espère communiquer un peu plus. Et aussi envers les adhérents, parce que pareil, il nous manque aussi un petit peu de communication un peu plus précise. Et ça, on espère vraiment axer là-dessus, sur la communication. Bon, quels sont les projets les projets à venir du club ? Les projets à venir, en fin de compte, comme tous les ans, on va relancer les équipes, on va relancer notre tournoi interne. Ce sont les principaux projets. Et surtout axer sur, encore une fois, l'école de tennis, parce que c'est le poumon du club, ce sont les jeunes. Voilà. Si la base n'est pas là, dans les années qui vont venir, ça sera un petit peu plus compliqué. Donc il faut vraiment amener les jeunes au tennis. Voilà. On espère qu'avec Stéphane, encore une fois, ça va très bien se passer, qu'il va amener du monde. Il y a plein d'idées en tête, on l'a rencontré, il y a plein de choses à mettre en place. Il m'a dit, je vous en parlerai tout au courant de l'année. On compte aussi remettre aussi un goûter de Noël, justement, aussi, pour donner un petit peu de dynamisme. Parce que les enfants, encore une fois, quand on voit les enfants jouer, c'est toujours du bonheur. Bon, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter finalement ? Plein de bonnes choses, je dirais, des belles rencontres,
toujours dans la convivialité. Un beau tournoi aussi, hein, ça c'est important, c'est quelque chose qui nous porte à cœur aussi chaque année quand on organise notre tournoi. Et encore une fois, on a vraiment quelqu'un qui nous aide beaucoup aussi, c'est Marie-Louise Bouvert, nous donne un énorme... Elle est polyvalente au niveau du bureau, elle court partout, elle va chercher à droite, à gauche ce qu'il faut quand on en a besoin. Elle dit, moi je suis là, vous me dites et je fais. Encore une fois, on la remercie beaucoup pour tout l'aide qu'elle nous apporte au sein du club. Alors nous vous souhaitons de très bonnes choses et surtout une bonne année sportive. Eh ben, merci beaucoup André. Donc je m'appelle Lucas, je viens de prendre la place de responsable de communication du club du tennis. Donc je suis étudiant en management du sport actuellement sur Lille, donc je me suis investi dans le club parce que ça me tient à cœur. Je suis joueur de tennis également, donc c'est un club super, on a une très bonne ambiance. Donc maintenant on va prendre les fonctions de communication pour enrichir les différents sites en tout cas. Donc voilà. Mais quand on est étudiant à Lille, comment on peut être en même temps à Lille et au Cateau? Vous savez, on a quand même, on est jeune, on a la forme, donc les réseaux maintenant tout va vite, c'est simple, donc on fait via internet, c'est beaucoup plus rapide, c'est fluide. Le week-end je suis ici, j'arrive à transmettre à mon président au niveau du bureau et c'est ainsi quoi. Donc on fait via les réseaux et c'est beaucoup plus fluide en tout cas. Ah, bon alors les contacts avec la presse, ça s'apprend en école là-bas? Je fais surtout du management, donc tout ce qui est marketing, mais enfin aussi énormément de communication, donc le service relationnel, l'accueil, comment faire des posts pour attirer du monde. Donc on a quand même un peu de base sur cela, quoi. Bon, puisque Lucas il fait du tennis, il est classé comment? Bon, j'ai un petit niveau là, je suis 32, donc on progresse tout doucement, quoi. J'ai commencé le tennis il y a 3 ans et puis on essaie de progresser palier par palier. Bon, qu'est-ce qu'il faut souhaiter à Lucas dans le club? Progresser et puis que la communication s'enrichisse afin d'entrevoir peut-être un futur avec bien plus de pratiques actuellement, quoi. Nous vous souhaitons. Hein, voilà. Et puis une continuation comme ça, quoi. Voilà. Bon, écoute, on va voir comment ça va évoluer. Hein. C'est sûr, et puis bon, on espère d'ici la fin de l'année déjà un club qui sera un peu plus enrichi et puis de toute façon nos événements feront que on aura notre réussite avec, c'est ça. Voilà. Allez, merci. Merci à vous. Comme une assemblée générale peut en cacher une autre, et cette fois, nous sommes allés au tir sportif, où l'on précise que le Covid n'a pas arrangé la situation en termes d'adhésion. Mais néanmoins, à ce jour, on recense 58 membres. Le club signale la tenue de l'assemblée générale de la Ligue du Nord à Le Cateau-Cambrésis pour le 13 novembre 2022. Cela se passera au théâtre municipal et c'est donc le club de tir sportif de Le Cateau qui reçoit les membres de la Ligue du Nord. Le bureau n'a pas subi donc de gros changements. Au Palais des Sports, un reportage de Claude Delcourt et André Biangou. Bon, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette assemblée générale? Déjà que c'est très très bien passé. Déjà ça me fait plaisir. Parce que quelquefois, on a déjà fait des réunions que c'était un peu houleux. Donc là, ça s'est très bien passé. Bon, on a eu un petit problème avec un de mes tireurs qui n'a pas arrivé à avoir son certificat médical. Mais c'est pas grave parce qu'on l'a rebasculé en membre d'honneur à vie. Comme ça, Dominique, il fait partie des membres du bureau. Et il a fait partie même avant moi du club. Et donc, ça fait plus de 30 ans déjà qu'il fait partie du club. Et ça m'aurait fait mal à mon petit cœur qu'il ne fasse plus partie du club. Donc voilà. Après, nous avons Alicia, la petite Alicia qui est juste à ma droite. Tu peux venir 2 petites secondes que je te présente. Donc Alicia, ça fait déjà à peu près 5-6 ans qu'elle fait déjà partie du club. Peut-être même plus que ça. Plus que ça encore. Elle m'a demandé pour rentrer dans les membres du bureau. Donc il y a une place qui se désistait au pas de tir 10 mètres. Donc c'est avec joie qu'on l'a accueilli parce que pour trouver des bénévoles, c'est pas évident. Et surtout trouver des jeunes bénévoles, et moi ça me fait plaisir. Et dynamique. Ouais, très dynamique parce qu'elle s'occupe de l'école de tir et elle est jeune. Voilà, jeune encadrante. Et pour dans le tir, c'est assez rare et nous ça nous fait plaisir. Et donc elle donne même un grand coup de main à sa mère qui est en train de passer derrière, qui est secrétaire du club, trésorière du club, et très très actif dans la vie associative des jeunes. Et les jeunes, c'est le renouveau, parce que ça paraît pas, mais l'âge du club, l'âge moyenne, elle est à peu près de 65-70 ans. C'est énorme.
Et donc, grâce à des jeunes comme ça, ça va redescendre et c'est dynamisme. Puis après, comme je dis aussi, c'est peut-être la future présidente, parce que bon, je suis pas autrement qu'un autre. J'ai toujours de la motivation. Mais bon, avec le travail, avec la vie de famille, la vie personnelle, tout ça, c'est pas évident. Donc, déjà, heureusement qu'ils sont derrière moi pour pouvoir m'aider. Et puis, j'espère qu'un de ces jours, ils reprendront le relais et puis ça nous laissera un peu plus de temps pour s'occuper un peu de nous. Parce que bon, tirer, je tire pas beaucoup. Je tirais plus avant de m'inscrire il y a 30 ans que maintenant. C'est énormément de boulot. Une place de président, comme j'ai toujours dit, il faudrait être en retraite pour bien faire. Bon, dans vos effectifs, vous avez combien de jeunes exactement? Oh, on a une bonne dizaine de jeunes, à peu près une dizaine de jeunes. Et qui vont. Ouais. Franchement, c'est bien parti. Je pensais même pas que début septembre, que les jeunes, ils attendaient que ça, de pouvoir se réinscrire. Il faut dire que franchement, la maladie, le Covid, il nous a fait énormément de tort. Maintenant, j'espère que ça sera du passé, que ça ne va pas revenir sur le tapis. Et puis que... Donc, ce qui voudrait dire que vous avez aujourd'hui combien d'adhérents? À ce jour, on a à peu près une soixantaine. On a fini la saison à 58 personnes. Là, les 3/4 des membres, ils ont déjà renouvelé. Peut-être même plus des 3/4 des membres. Plus les nouvelles recrues qu'on est en train de faire. Aussi bien en jeunes qu'en adultes. On va taper plus de 60 personnes cette année. Ouais. Alors, quels sont les projets futurs du club alors? Déjà, c'est les cotisations, les compétitions. Bon, on voudrait faire un peu plus de compétitions. Là, il y a le projet le Forum du sport qui va se dérouler au mois d'octobre. J'espère que ça aura lieu. Et puis, pour nous, ça sera une belle pub. Après, j'ai un animateur il vient de partir à l'instant, qui va s'occuper avec le collège Jean Rostand. On va faire venir tous les jeunes ici ici au club, au stand de 10 mètres. Ils vont déjà s'entraîner au plomb avant de s'entraîner à balle. Et puis, c'est pareil, si on arrive à faire quelques licences, il y a peut-être des personnes qui sont assidues, qui ont peut-être un don et qui ne sont même pas au courant. Donc, c'est peut-être une opportunité. On verra bien. Qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter alors? Pas trop de membres quand même, parce qu'une fois, on était monté quand même à 101 personnes et franchement... c'est dur d'avoir des bénévoles derrière qui me donnent la pousse, mais enfin, j'ai un comité cette année, même l'année dernière, un comité en or. Les membres du bureau, j'ai besoin d'eux, ils arrivent. Et puis, ils sont à mon écoute. C'est ça qui est très important. Donc maintenant, il faut être serein et puis que tout se déroule bien. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette assemblée générale? Moi, je retiendrai que on a l'impression d'avoir une création de clubs. Vu que le Covid a démonté pas mal de choses, et aujourd'hui, Pascal, le président, s'aperçoit que il y a un petit renouveau qui va se faire. C'est pas un renouveau, c'est l'existant est là, mais on a l'impression d'avoir stoppé l'hémorragie d'une baisse de licenciés. Donc aujourd'hui, il y a une stabilité, il y a des gens qui reviennent et qui vont s'inscrire, et je pense qu'on va repartir sur une base qui était la leur il y a 2 ans, d'avant Covid. Voilà. Quelle est l'importance de ce club ici, le club de tir? L'importance, c'est toujours le sport, l'importance. C'est un club sportif. Il y a des valeurs, il y a des règlements à respecter, il y a une discipline à respecter. Et je pense que pour les enfants, c'est quelque chose d'important. Donc aujourd'hui, Pascal est en train de créer, va essayer de créer une convention avec le collège pour justement faire venir les jeunes, leur donner l'envie de venir tirer de façon sportive, pour éventuellement faire des compétitions et créer une émulation, et puis toujours avec cet esprit de compétition quand même, parce qu'on vient pour faire du sport, mais derrière il faut quand même donner un petit peu de niaque et d'entraînement, et puis d'essayer d'aller au-dessus. Tu viendrais pas t'inscrire? Ouais, mais moi je suis plus dans les jeunes, je suis dans les vieux, donc moi ça serait du loisir, c'est pas de la compétition, donc mais je viens les voir assez souvent, moi. Donc voilà, tout va bien. Bon, si tout va bien, c'est très bien pour moi aussi. Je souhaite à Pascal et à son comité de pouvoir refaire ce qu'il a fait. Et tout à l'heure, il signalait que 100, c'était beaucoup.
S'ils pouvaient revenir avec une moyenne de 70-80, ça serait très bien. Parce qu'après, il faut du bénévolat, il faut travailler. Donc ça, c'est très compliqué, Pascal. Bien. Voilà. Merci. Au revoir, André. Bonne soirée, Claude. Que dire de l'hommage à Serge Chrétien? 1 an après sa mort, un hommage a été rendu à celui qui était le président de l'association Catésie Car Club et qui, avant son décès, avait souhaité la dissolution de celle-ci en souhaitant que la somme restant sur les comptes soit donnée à l'association Les Petits Membres de Langevin. J'ai parlé de Serge Chrétien, dit Chaton. C'est avec des fortes émotions que les élus se sont rendus sur sa tombe, lui rendre cet hommage qui le mérite largement. Au cimetière d'Or du Cateau, un reportage de Claude Delcourt. Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Alors moi depuis 2001, je vous avoue que le 11 septembre, ça avait un goût très amer avec les attentats que vous connaissez. L'année passée, le 11 septembre a pris encore un goût beaucoup plus amer avec le départ de Serge. Mais j'essaye de penser à Serge dans des moments positifs et je me suis dit, bon, Serge est parti au paradis, quel pourrait être le paradis de Serge aujourd'hui? Je pense que c'est un paradis dans lequel il y a des belles voitures, je suis d'accord dessus, bon, des belles filles, des bons filles, on est tous d'accord dessus. Voilà. Et c'est un paradis dans lequel pour moi il y a aussi des enfants, parce que Serge aimait les enfants, il aimait ses enfants. Et sans citer de nom, on va se reconnaître, il y en a même, je pense, parmi nous qui considèrent un peu comme un papa. Et Serge, pour ça, a toujours été très présent, un peu partout. Je sais que Serge me parlait régulièrement de Valmont. Voilà, c'était son fils et c'était également un tout pour lui. Et j'aimerais qu'on vienne tous un peu cette image du Serge qu'on a tous connu, du Serge qui rigole, du Serge qui s'amuse, du Serge qui est festif. Mais Serge n'était pas que ça. Avant de partir, Serge, même s'il savait qu'à un moment ou l'autre ça risquait d'arriver, il a voulu à tout prix penser également à son association, qui était également pour lui un petit bébé, hein, le club de tuning. Et il a exprimé de son vivant le fait qu'il voulait à tout prix que la somme qui reste sur cette association soit donnée aux enfants du Cateau, sous une forme ou une autre. Mais il avait sa petite idée. Il est assez petite idée parce que son fils Valmont était effectivement à l'école Langevin et il voulait à tout prix que cette somme soit versée à l'école Langevin. Alors cette somme, on n'est pas là pour parler argent, mais moi quand je l'ai appris c'était une somme plus que conséquente. Je ne sais pas si on a passé la barre des 4000 ou si on est juste en dessous, mais c'est à peu près le niveau. C'est un cadeau magnifique que Serge a fait au niveau de l'école Langevin et je remercie d'ailleurs, je vois les parents d'élèves de Langevin qui sont là, je vois également la directrice, une enseignante, merci à vous d'être présent aujourd'hui pour honorer la mémoire de Serge. C'est un moment un peu particulier parce qu'effectivement ça fera 1 an le 11, c'est compliqué pour tous, on le reconnaît. Alors moi je suis également élu, Serge faisait partie de l'équipe municipale depuis de nombreuses années. Serge était un copain de conseil municipal, quelqu'un de bonne facture, quelqu'un, et je me répète un peu, moi c'est l'image que je veux qu'on garde de Serge, quelqu'un avec qui on aimait rigoler, avec qui on aimait, on va reprendre ces mots, avec qui on aimait déconner. Voilà. C'était vraiment le Serge dont moi j'ai envie de garder et c'est le Serge dont j'ai envie de vous parler. Alors je tiens avec Valmont à remercier tout le monde qui est là présent. Et puis son association, même que je suis dans une chaise roulante, je serai toujours là pour continuer son association. Pour faire la manger, pour faire les coffres, pour faire tout ce qu'ils veulent. Tout ce qui est pour l'école Langevin. Et Valmont sera ici aussi. Hein, Valmont ? Alors on vous remercie de votre présence et puis je laisse le mot à Léon. De Serge à Chaton, en passant par Pêche. Nous te connaissons tous sous un nom différent, mais sous la même image. L'image générale qui ressort de toi est celle d'un grand homme serviable et bienveillant. Ta personnalité est le reflet d'une gentillesse sans faille. J'aimerais te dire que je suis très fière aujourd'hui de pouvoir honorer ta mémoire entourée de tous ceux que tu connaissais et que tu aimais. Depuis ton départ, de nombreuses choses se sont passées. En partant, tu as laissé derrière toi ton bien associatif, dont tu étais très fier. Ne t'en fais pas, nous en avons fait bon usage. Sans toi, ce n'était pas possible d'aller dans ta continuité au sein du Catésie Car Club. Il n'y a que toi qui pouvais s'occuper de cette association, elle te ressemblait tant. En janvier dernier, lors de sa dissolution, c'est sans hésitation et en famille que nous avons décidé de reverser l'intégralité des fonds de ton association à l'association Les Petits Membres de Langevin, soit la somme de 4 000 €. Nous sommes convaincus que c'est ce choix que tu aurais fait. D'ailleurs,
ce n'est pas tout. J'aimerais que tu saches ce qu'il s'y passe. Je suis présidente de l'association Les Petits Mômes de Langerin. Lucie est vice-présidente. Valmont est vice-présidente d'honneur et Souris est vice-présidente d'honneur. Comme avec toi, les associations, c'est encore en famille. Quand tu le pouvais, tu accordais ton aide à cet assaut et c'est désormais à notre tour de prendre le relais. Il est important pour nous tous ici présents de te rendre hommage et de te remercier. C'est donc au nom de l'association Les Petits Mômes de Langerin que j'aimerais te dire merci. Merci d'avoir donné de ton temps et de l'importance que tu nous as accordée. Sans oublier le lien qui nous unit, j'aimerais te remercier une fois de plus. Merci d'avoir été toi et de nous avoir tant apporté. Tu as été un fils, un père, un frère et un ami remarquable. Nous prenons soin de ta grenouille Valmont. C'est une promesse que nous n'avons pas fini de tenir. Il y a un an, tu nous quittais. Je souhaite que ta belle âme repose en paix, aujourd'hui et pour l'éternité. Nous ne t'oublierons jamais, mon patache adoré. Avec les journées du patrimoine, à Fléquières, près de Cambrai, où l'on a découvert un tank anglais suite à la bataille de Cambrai en 1917. Donc, suite à cette découverte du tank anglais, les promoteurs organisent à Fléquières des expositions, des visites guidées autour de cette bataille. François Capelier leur donne l'antenne. Bienvenue dans cette antenne est à vous. Nous allons parler de la journée du patrimoine à Fléquières. C'est le 17 et le 18 septembre de 14h30 à 18h30. Et à côté de moi, j'ai monsieur Jean-Marie Caudemont, un passionné. C'est un membre de l'association du Temple de Fléquières qui va nous en dire plus donc sur ces 2 jours de fête, si on peut dire, à Fléquières. Alors d'abord, où est Fléquières ? Fléquières, il se trouve à 12 km de Cambrai. Dans le il est comment dire, il est à côté d'Avrincourt, qui se trouve être dans le Pas-de-Calais, donc on est limitrophes. Que s'est-il passé à Fléquières durant la Première Guerre mondiale ? D'abord, le 20 novembre, c'était l'attaque de la bataille de Cambrai, et Fléquières était l'épicentre assez fortifié et ça s'est mal passé plus ou moins. D'accord. Ça s'est mal passé plus ou moins. Il y a quelques années, c'était en 1998, on a découvert, ça doit être le bon mot à dire, un tank à Fléquières. On a découvert... Tout part de là en fait. Oui, on a découvert des boras. Et bon, il y avait plusieurs personnes de Fléquières qui savaient l'endroit où il était parce que un trou se rebouche jamais. Bon. Et donc, grâce à Philippe Gorzinski, qui est notre président, et avec beaucoup de ses moyens et d'entraide, on a réussi à le sortir. D'accord, donc tout part de Déborah 51, mais pour les 17 et 18 septembre, vous allez me parler d'un autre tank, d'une exposition temporaire et d'une visite découverte. Eh ben c'est-à-dire que il va y avoir une exposition, puis nous sommes devant l'endroit où a été détruit Édouard II du sous-lieutenant Billon, qui après un périple de remonter vers la crête de Fléquières s'est fait shooter par les artilleurs allemands et il a participé avec une mitrailleuse derrière la fascine du tank à une contre-attaque allemande et avec ses équipiers et il y a eu des blessés. Et il y a même eu des morts. D'accord. Et donc ça, c'est une exposition temporaire. Ça n'a pas lieu au centre d'interprétation du Cambrai Tank 1917. Ça a lieu au 6 rue du Moulin, dit Le Chalet, c'est ça ? Oui. Alors Le Chalet, c'est une grande bâtisse
qui appartient à M. Hubert de Valicourt, et qui a subi les assauts de la guerre et est toujours présente. Et à côté, il y a la ferme aussi, à l'époque c'était le baron de Bouteville, mais qui appartient de Valicourt, à un deuxième fils de Valicourt. Et à droite, vous avez le château, qui est magnifique par rapport à ce qu'il était avant. D'accord. Et la dernière partie, ce sera une partie découverte. C'est une visite guidée de diverses fortifications allemandes. Oui, parce qu'il subsiste sur ce terrain-là, il subsiste beaucoup de petits blocos, et il y en a même des gros, et il y a des caves aussi, on a repéré des caves, donc ça par la suite, on va essayer d'intervenir dessus pour les préserver. Alors ce que j'aime bien, c'est que c'est écrit « Visite à discrétion, prévoir chaussures de marche et vêtements de pluie ». Oui, alors j'ajouterais que le terrain, avec les pluies que nous avons eues, c'est assez boueux. Mais enfin, on fera passer les visiteurs où il faut, donc forcément, on ne sait pas trop la météo, comment elle va être. Et en plus, je vous dirais, préparer des jumelles aussi. Parce que quelquefois, ils sont assez loin, on a beau pointer, on voit un peu d'herbe et tout ça, mais s'il y a des personnes qui ont des jumelles, c'est le bienvenu aussi. D'accord. Et bien, donc, le rendez-vous est pris, c'est le 17 et le 18 septembre, dès 14h30 à Fléquières. Pas de souci, on sera là. Merci. Nous sommes à la fin de notre journal, mais nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas terminer ce journal sans vous parler des archives de Beffroi Vision. Et dans sa rubrique « Il y a 20 ans », retrouvez vos jeunes, ou alors revoyez-vous il y a 20 ans à votre rentrée scolaire de 2002. Alors, ça tourne. Ici, parce qu'à l'heure actuelle, en fait, il ne manque plus qu'un seul professeur en art appliqué dans la section d'enseignement professionnel. À part cela, tous les professeurs sont là, donc tout le monde, chaque élève est devant un professeur et se trouve dans une salle de classe, ce qui est parfait. Alors ensuite, au niveau de l'établissement, il faut remarquer une chute des effectifs légère, mais nous avons perdu par rapport à l'an dernier près de 30 élèves, qui correspond à la perte d'une classe de seconde. Mais cela est dû à une baisse des effectifs au collège Jean Rostand, et nous pensons avec mon collègue Tavernier que dans 1 an ou 2 ans, de nouveau nous aurons une 5e classe de seconde, puisque les effectifs en 3e sont en train de remonter. Donc une rentrée positive, d'autant plus que cette année nous avons mis en place un nouveau système, puisqu'on s'est aperçu que beaucoup de nos élèves, bien qu'ils soient très gentils, et travaillaient peu. Donc notre but cette année, c'est de maintenir les élèves dans l'établissement et de mettre en place des moyens pédagogiques, des moyens aussi au niveau des salles de classe, matériels, pour permettre aux élèves de travailler. C'est ainsi que cette année, il y a eu un changement au niveau du règlement intérieur, c'est-à-dire que les élèves de seconde ne peuvent plus sortir, sont maintenus dans l'établissement entre midi. Pour les élèves de première, nous avons mis des plages de devoirs surveillés. Pour les élèves de terminale également. Donc tous les élèves désormais, les enseignants, ont des conditions de travail adéquates pour réussir. Et nous espérons qu'en resserrant, si je puis dire, un petit peu la vis, nos résultats au baccalauréat seront meilleurs. Alors pour donner plus de détails, ce que nous avons fait, c'est qu'en seconde, nous avons mis 1 heure de plus en anglais, 1 heure de plus en mathématiques, 1 heure de plus en français. Et nous avons instauré aussi une plage de devoirs surveillés 2 heures par semaine. Et nous avons aussi nous allons mettre cette année aussi en place un centre ressources, et les élèves qui auront des difficultés pourront, sur la base du volontariat, se rendre devant un professeur de mathématiques, d'anglais ou de français pour améliorer leurs résultats. Au niveau des classes de première, nous avons fait un effort significatif, surtout en français, puisque nos élèves ont quelques difficultés en français. Au niveau des classes terminales, nous avons fait un effort en mathématiques, en terminale S, pour améliorer bien entendu aussi nos résultats. Donc beaucoup de moyens pédagogiques, beaucoup d'heures de dégagées, tout simplement pour faire en sorte que les élèves restent dans l'établissement. Parce qu'on s'est aperçu que les élèves, lorsqu'ils sont dans l'établissement, qu'ils sont encadrés, travaillent. Par contre, quand les élèves repartent chez eux, eh bien, il y a une majorité d'élèves qui n'ont peut-être pas les conditions nécessaires et suffisantes pour travailler.
Donc le maître mot du lycée Camille Desmoulins, c'est un meilleur encadrement pédagogique, un meilleur encadrement éducatif avec une discipline qui s'est renforcée, c'est clair, et bien entendu aussi des devoirs surveillés, un contrôle beaucoup plus accentué que les années précédentes. Tout ça pour favoriser la réussite de nos élèves. Et je pense qu'à partir en juin 2003, on pourra s'apercevoir que nos résultats baccalauréat vont, à mon avis, énormément progresser en ayant une telle politique. Donc au plus vite, il serait... Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai été très heureux de vous présenter ce journal. Je vous souhaite une excellente semaine. En tout cas, retrouvez-nous dans nos multiples rediffusions et à nous revoir à la prochaine fois.